pouvoir dire après. Elle passe son temps à s'excuser. Pardon, je ne me souviens pas bien. Excusez-moi, j'ai la tête qui ne fonctionne plus. Elle a mal au ventre, elle prend des cachets. Ses nuits sont blanches, sa trouille est bleue. Ses gosses, il ne les aura pas. Hors de question qu'ils s'en prennent à eux. Elle voudrait partir, mais pour aller où? Sa famille lui dit de rester. On ne quitte pas son mari, ça ne se fait pas. Elle veut que ça sorte. Elle veut qu'on l'écoute sur les réseaux sociaux et devant la justice. Elle ne veut pas porter plainte. Ça ne sert à rien, personne ne va la croire. Il est puissant, il a des réseaux. Elle ne se souvient pas de grand-chose, juste son prénom, c'était dans une soirée. Elle avait bu, elle aurait pu dire non, n'est-ce pas? Au boulot, tout le monde sait, personne ne bouge. Elle le connaît depuis toujours, elle ne peut rien révéler. Ça va faire exploser la famille. Elle l'aime encore. C'est un pervers narcissique, elle me dit. Elle se sent vide, elle n'est plus rien. Elle veut travailler, mais il ne veut pas. Reste à la maison, on n'a pas fait des gosses pour qu'une autre les élève. Elle a un amant, c'est comme ça qu'elle tient. Elle picole le soir, c'est comme ça qu'elle tient. Elle a envie de partir, parfois même de mourir, et elle a honte de devoir le dire. Ces femmes sont comme vous et moi. Elles sont nos mères, nos filles, nos amies, nos collègues, nos voisines. Elles sont nos sœurs, toujours. Elles sont vieilles ou jeunes, riches ou pauvres. Elles ont toutes les couleurs de peau. Elles croient, ou ne croient pas en tous les dieux du ciel. Elles sont partout. Elles sont parfois si différentes qu'elles ne partagent rien. Si ce n'est d'avoir fait, l'espace d'un instant ou pendant toute une vie, l'expérience de la domination des hommes. Ce texte est signé par Anne Gouillon. Il est extrait de son ouvrage « Affaires de femmes, une vie à plaider pour elle », dont je vous recommande la lecture. Bravo Anne. Merci d'être ici ce soir pour cette rencontre autour des violences faites aux femmes, de la justice, du langage, des récits et de ce que la société accepte ou refuse encore de voir et de nommer. Nous avons la chance d'accueillir 3 invités dont les travaux, chacun à leur manière, interrogent les mécanismes de domination, les silences collectifs et la possibilité de reprendre la parole. D'abord Anne Gouillon, avocate au barreau de Nantes depuis plus de 20 ans, figure engagée de la défense des femmes, victimes de violences sexuelles et conjugales. Vous avez consacré votre carrière à faire entendre des voix souvent empêchées, fragilisées ou discréditées. Militant féministe, pénaliste reconnu, vous avez fait de votre cabinet un espace entièrement tourné vers le droit des femmes. Dans Affaires de femmes, vous racontez autant les dossiers et les vies traversées et posez une question essentielle: comment défendre quand la honte, la peur ou le silence ont déjà tout envahi? À vos côtés, Mathieu Palin, journaliste et écrivain. Alors là, ce soir, j'ai 2 ouvrages, mais je pense un roman déjà, et un magnifique ouvrage qui réunit 23 dessinateurs, auteurs, dont Anne. Donc, depuis plusieurs années, votre travail explore les zones grises de la violence sociale et masculine. Après Sale gosse et Ne t'arrête pas de courir, vous publiez Nos pères, nos frères, nos amis. Une enquête immersive menée pendant plusieurs années auprès d'hommes condamnés pour violence conjugale. Votre écriture mêle littérature et reportage avec une question qui traverse toute votre œuvre: comment naît la violence et pourquoi certains la reproduisent-ils? Et enfin, Mathilde Lévesque. Alors on a une affection particulière parce qu'elle était là l'année dernière, je pense que vous la reconnaissez. Et donc Mathilde est professeure agrégée de lettres, spécialiste de l'éloquence et des usages du langage. Dans votre essai, Procès Mazan, c'est celui-là, Une résistance à dire le viol, vous analysez les mots employés ou évités pendant le procès des viols de Mazan. Ce qui vous intéresse, c'est la manière dont une société contourne parfois le réel par le langage. Comment on minimise, comment on euphémise. Comment on esquive encore le mot viol. Votre travail nous rappelle que les mots ne sont jamais neutres et que nommer est déjà une forme de lutte. Ce soir, nous allons essayer ensemble de comprendre ce que racontent ces violences, ce qu'elles font au corps, aux familles, aux institutions, aux hommes, aux femmes, mais comment le droit, la littérature et la langue peuvent permettre parfois de reprendre le pouvoir sur le réel.
Et donc, pour commencer, j'aimerais me tourner vers Anne. C'est un peu long comme intro, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il faut poser le décor, que ça fait partie de l'exercice. Donc, Anne, dans Affaires de femmes, il y a cette phrase qui revient sans cesse. Avant même de demander justice, beaucoup de femmes demandent d'abord la permission d'être crues. C'est incroyable. Quand vous avez commencé à exercer, est-ce que vous avez immédiatement compris que c'était le premier combat, celui de la parole ? Ah ben non, j'ai pas du tout immédiatement compris ça. Merci beaucoup pour cette introduction, merci pour la lecture du texte. Je préfère évidemment qu'il soit lu par d'autres que par moi, et merci pour l'accueil, et merci pour l'invitation. Merci à Mathilde d'ailleurs qui m'a proposé de me joindre à cette table ronde, et c'est un grand plaisir d'être là avec vous. C'est un peu, c'est toujours intimidant, mais c'est une vraie joie de pouvoir, y compris à 21h, discuter d'un sujet aussi réjouissant que les violences sexistes et sexuelles. Je crois surtout que c'est nécessaire et qu'on a un fort besoin de pouvoir venir échanger sur ces sujets-là, tant ils nous préoccupent, tant ils nous agitent, tant on comprend bien que nous sommes à un moment charnière de notre société et que nous ne voulons plus, je crois que votre présence le démontre, que l'après soit comme l'avant. Ou plus exactement, tant nous avons à cœur de ce que cette parole dont on a l'habitude de dire qu'elle se libère soit entendue, perçue, et que ce soit une parole performative. Autrement dit, que ce soit une parole dont on fasse quelque chose et qui contribue à nous changer individuellement, collectivement, et que nous puissions ensemble construire de nouveaux narratifs à partir de cette parole si singulière qui vient nous dire ce que nous sommes, à savoir une société violente, qui produit de la violence, qui a fait de la violence d'ailleurs une condition de la perpétuation du système patriarcal qui nous occupe. Et moi, je lis votre invitation et je lis notre présence à toutes et tous ce soir comme le manifeste de ce que nous avons envie que ça change. Mais précisément, pour répondre à votre question, est-ce que j'avais l'idée de ce que la parole serait le premier combat? La réponse est évidemment non. Je suis avocate féministe, mais vous m'auriez interrogée il y a 25 ans de ça lorsque j'ai prêté serment. Évidemment, cette condition, cette double condition d'avocate et féministe n'était pas du tout dans mon spectre, dans mon champ de perspective. Je crois que ce qui m'y a amené, on en discutait encore tout à l'heure, c'est la conjugaison de deux facteurs, de deux phénomènes qui se sont combinés. Non seulement le repérage que j'ai pu faire de la commune expérience de toutes ces femmes qui sont venues me voir et qui continuent de venir me voir au quotidien et qui toutes, sans aucune exception, même si elles ne viennent pas pour ça, déposent dans le secret de mon cabinet une parole empreinte de violence, de l'expérience de la violence. Et que ce soit l'espace d'un instant, que ce soit dans la famille, dans le couple, parfois au travail ou dans la rue, toutes les femmes ont fait l'expérience de la violence. Et c'est peut-être le plus grand dénominateur commun qu'il nous est donné de vivre. Et puis l'autre élément qui m'a amené à m'engager du côté des femmes et à revendiquer cette identité d'avocate féministe, les deux vont maintenant de pair, c'est aussi l'expérience que moi j'ai pu faire dans l'exercice de cette profession, où, de manière assez surprenante, j'ai éprouvé personnellement la discrimination, le sexisme, la misogynie, et je ne fais pas mystère de ce qu'il est quelque part par là, mais mon mari est avocat également, et ça me donnait un point de comparaison quand même extrêmement facilement repérable, c'est-à-dire que moi je faisais des expériences singulières que lui ne vivait pas dans le champ de notre profession. Et j'ai cheminé comme ça, et il m'a fallu comprendre ce que je percevais de manière empirique à travers tous ces récits de femmes, les mettre en lien, y compris avec ma propre expérience, et comprendre que ce qui était interrogé là, c'était évidemment notre société et notre organisation sociale tout entière. À partir de là, j'ai tiré le fil, j'ai écrit ce bouquin, et
ça a constitué un engagement entier, joyeux aussi, et c'est important de le dire, c'est-à-dire que le combat féministe est un combat que l'on mène dans la joie, parce que ça nous offre des perspectives différentes et ça nous permet de nous inventer autrement. Et puis il y a eu ce travail, pour précisément répondre à votre question, parce que j'ai un peu tendance à faire d'éducation, c'est une des formations professionnelles, mais il y a eu ce travail de recueil de cette parole. Peut-être juste attirer votre attention sur le fait que, contrairement à ce qu'il est d'usage de dire, j'ai pas le sentiment que la parole se soit libérée en fait. Moi, j'ai l'impression que les femmes ont toujours parlé, qu'elles se sont parlées entre elles, qu'elles ont parlé dans les espaces qui leur étaient accessibles, dans les espaces qui leur étaient parfois réservés. Ça peut être entre femmes, autour d'une table de cuisine, dans un journal intime, dans un cabinet médical, auprès d'un gynécologue, mais elles ont toujours parlé. Ce qui a fondamentalement changé, c'est la manière dont cette parole est perçue, est écoutée, voire entendue dans les cas les plus favorables. Donc, moi je porte cette parole dans les prétoires, et peut-être terminer sur l'enjeu de cette parole, c'est-à-dire que il me semble que cette parole qui vient dénoncer les violences est une parole éminemment révolutionnaire. C'est une parole qui dérange, c'est une parole qu'on a du mal à entendre, c'est une parole qu'on a du mal parfois à accepter. Et dans mon exercice professionnel, il m'a fallu apprendre à écouter. Je crois que c'est pas évident. Je crois que c'est pas très simple en réalité de recueillir la parole de femmes qui souffrent, qui parlent mal, qui parlent trop, qui parlent pas français, qui parlent avec une émotion débordante, parfois une agressivité qui est limite, qui est une parole qui est empreinte de souffrance et qui vient questionner profondément ce que nous sommes. Et nous avons peut-être, en tout cas moi je l'ai éprouvé, ce réflexe immédiat de mettre à distance cette parole-là. D'euphémiser, finalement c'est peut-être pas si grave madame, de relativiser, parfois même d'inviter à supporter, et ça renvoie à l'extrait que tu as lu tout à l'heure, il faut serrer les dents, et puis c'est une contingence, c'est comme ça, il faut supporter. Et accueillir cette parole pour ce qu'elle est, eh bien, ça suppose de faire un travail aussi sur soi-même, je crois, de pouvoir se questionner sur les raisons qui font que cette parole peut déranger. Pourquoi est-ce que nous avons été, encore une fois, tellement lents et tellement sourds à cette parole qui, à partir de MeToo, était plus possible, qu'il n'était plus possible d'ignorer. Mais en réalité, les femmes, elles ont parlé depuis tout le temps. Elles ont dénoncé les violences, elles ont dénoncé le système, elles ont raconté ce qu'elles subissaient. Et véritablement, MeToo a marqué une rupture et une scission parce qu'il n'était plus possible d'ignorer l'immensité de cette parole qui devenait un on collectif et qui nous renvoyait à notre propre responsabilité individuelle et collective. D'ailleurs, dans cette parole, vous dites dans votre ouvrage que parfois même, ou la plupart du temps, les femmes se sentent responsables de ce qu'elles ont subi et que c'est assez étonnant, et on en a beaucoup parlé, on en reparlera avec Mathilde, je pense, pendant le procès Mazan, de déplacer ainsi la honte du côté des victimes, en fait. Ça, c'est général ou particulier? Ça possède une logique. Moi, je reçois des femmes tous les jours qui viennent me voir, pas parce qu'elles veulent dénoncer les violences qu'elles ont subies, mais parce qu'elles veulent divorcer, par exemple. Parce qu'elles veulent mettre un terme à une situation dont elles comprennent bien qu'elle n'est pas possible et qu'elle n'est pas vivable. Et très souvent, là où moi je repère des systèmes de violence dans ce qu'elles me décrivent, elles viennent me rassurer en me disant « Non mais maître, rassurez-vous, ce que je vis c'est tellement rien par rapport à ce que vous avez à connaître. » Et moi je les écoute avec les yeux écarquillés en me disant « Mais comment arrivez-vous à supporter ?» Je me rappelle une femme qui me racontait qu'au quotidien, son mari était tellement dans le contrôle
de ce qui se passait au sein du foyer, qu'il avait imposé sur les questions de nourriture des codes extrêmement précis. Par exemple, lorsqu'on mangeait des pâtes, il était autorisé de prendre soit du gruyère, soit du ketchup, mais jamais les deux. Il avait imposé comme ça un mode de vie où il était maître en son royaume et personne n'avait son mot à dire, ni sa femme, ni ses enfants. Et elle me rassurait beaucoup en disant, mais vous savez, il n'est pas violent, mon mari. Hein. Bon, alors certes, évidemment, il contrôle là où on va. Quand il pleut, on est obligé de prendre le vélo parce qu'il est écolo. Les enfants aussi, on n'a pas le choix. Si jamais on prend les transports en commun, on se fait engueuler, mais il n'est pas violent. Et donc, elle avait cette volonté, je crois, de me convaincre de ce qu'elle vivait ne participait pas d'un système de violence, parce que c'est très compliqué de se dire qu'on est victime de violence. Moi, je ne connais pas de victime heureuse de l'être. J'en connais pas, en fait. Cette idée de ce que nous serions à l'ère du tout victimaire, et certains essayistes prônent comme ça l'idée, ou développent l'idée de ce que le statut de victime serait le nec plus ultra de ce qu'il faudrait être aujourd'hui pour avoir une identité sociale et une identité tout court. Alors, moi, je ne rencontre pas ça. Moi, je rencontre des femmes qui ont honte, je rencontre des femmes qui ont peur, je rencontre des femmes qui n'ont pas les mots, et nous avons tellement besoin de mots, et le travail que font Mathilde et Mathieu nous aide à trouver les mots et à nous doter comme ça d'instruments de combat massifs pour dire les choses et pour venir déconstruire nos représentations et nos biais de représentation. Mais le premier travail que je fais avec ces femmes, c'est véritablement celui-là, c'est presque un travail de sémantique, en disant, mais ce que vous vivez, madame, procède d'un système de domination et procède de violence domestique. Et la honte, pour répondre à votre question, c'est la perfection du système. Le système est tellement abouti, il est tellement bien pensé, il est tellement parfaitement fonctionnel, que c'est la victime qui ressent la honte et l'opprobre de ce que son agresseur lui a fait subir. Je ne suis pas sûre que si on vous pique votre téléphone portable dans le métro, vous soyez couverte de honte. Pas sûr. En revanche, si vous subissez une agression sexuelle, si vous subissez un viol par votre mari, votre frère, votre père, si à la sortie d'une boîte de nuit, parce que vous avez trop picolé, eh bien, vous faites coincer derrière un mur, eh bien, c'est vous qui aurez honte d'abord. Et c'est vous qui vous sentirez muselé par le poids du silence et par l'omerta. Pourquoi ce phénomène-là? Qu'est-ce qui fait que c'est si dur à dire? Qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile de briser le mur du silence? Et qu'est-ce qui fait que ça peut prendre parfois des années et souvent toute une vie pour venir poser les mots de ce que l'on a subi? Bien, c'est que tout est fait pour ça. Silencer les victimes, leur faire croire que ce qu'elles vivent est normal, les persuader qu'elles ont une part de responsabilité. Ça va du vous l'avez bien cherché, vous savez, le fameux « elle l'a bien cherché » à la jupe était trop courte et elle n'avait pas qu'à. Et ça, c'est tellement intégré chez les victimes, tellement profondément inscrit dans notre patrimoine collectif, dans notre ADN, que ça permet précisément au système agresseur de se développer et de survivre. Et donc voilà, moi, mon premier travail, c'est un travail de décortiquage et de mise à nu des systèmes. Et en ça, il me faut absolument et l'écoute et les mots. Très bien. Alors, vous disiez tout à l'heure que la parole a évolué depuis MeToo. Mais moi, je me pose la question, vous défendez les femmes depuis plus de 20 ans, est-ce que vous avez le sentiment que la justice française a réellement changé dans sa manière d'accueillir les violences sexuelles et conjugales? Je ne sais pas, vous en pensez quoi? C'est vous qui parlez. Oh, je crois vraiment que ça change. Bien sûr que ça change. Et on fait en sorte que ça change. On est nombreux et nombreuses à nous battre pour que ça change. Et l'institution judiciaire, elle est au boulot là-dessus, sur ces questions-là.
Mais l'institution judiciaire, c'est une institution patriarcale. Hein. Les magistrats, les avocats, les greffiers, ils sont comme vous et moi, comme moi d'ailleurs. On est toutes et tous pétris de nos biais de représentation, on est toutes et tous le fruit de notre culture, de notre éducation, de notre histoire. Et donc l'institution judiciaire, c'est pas comme ça un îlot parfaitement déconstruit, d'égalité, d'accueil. Moi j'ai eu des déconvenues très violentes avec des magistrats qui pouvaient renvoyer là aussi les femmes à leurs propres responsabilités, les faire culpabiliser. Quelle audace que de venir encore une fois accuser. Mais vous savez madame, vous allez envoyer votre mari en prison. Mais vous savez madame, on va fouiller votre vie privée et puis on va voir ce qu'on va trouver. Tout ça c'est des choses que j'ai vécues et connues avec des magistrats, avec des policiers, et c'était une double violence. Aujourd'hui, non seulement on a des mouvements féministes qui sont au travail et qui interpellent la justice, qui interpellent le politique, qui nous interpellent collectivement, mais on a aussi, encore une fois, des magistrats qui se mettent au travail, on a une jurisprudence qui évolue, on a des concepts que, par exemple sur les mots, il n'y a encore pas très longtemps, il y a un juge d'Assaillet qui a eu, croyait-il, la bonne idée de prononcer un divorce au tort exclusif de l'épouse parce qu'elle refusait de se soumettre au devoir conjugal. Cette jurisprudence-là, dont je vous parle, elle date de 2019. Donc c'est pas si vieux. Bon, c'est à Versailles, peut-être que ceci explique cela. Mais vous voyez, cette notion de devoir conjugal, elle a la peau dure quand même. Et moi, je reçois des femmes qui me disent « je n'en peux plus de me soumettre au devoir conjugal ». Et les femmes viennent me voir en me disant qu'elles ont ras-le-bol du devoir conjugal, et elles repartent dans mon cabinet en comprenant qu'elles subissent des viols. Et donc la justice, elle est, comme tout le monde, elle se saisit de ces concepts et elle les déconstruit, et puis elle en intègre d'autres, des nouveaux mots, contrôle coercitif, emprise, victimisation secondaire pour les violences que l'institution inflige aux plaignantes, et vous avez sans doute entendu parler de ce procès de ce fameux acteur monument du cinéma qui a choisi pour avocat un défenseur qui a produit une violence absolument inouïe dans le prétoire en attaquant mes deux consoeurs de manière dégueulasse, et qui a été sanctionné pour ça. Donc la justice, c'est une institution qui doit nourrir une conversation avec la société. C'est pour ça que c'est très important que les palais de justice restent ouverts, et Mathilde nous en parlera sans doute, mais c'est très important que ce dialogue il soit permanent, nourri, et que les juges soient attentifs à ce qui se passe. Moi, je refuse toujours les huis clos, par exemple, dans les audiences. Je refuse les huis clos parce que je suis convaincue que, comme le disait Gisèle Pellicot, mais d'autres le disaient de manière extrêmement ferme avant elle, la honte doit changer de camp, mais aussi parce qu'il est extrêmement important que chacune puisse voir comment la justice se rend, et parce que les juges sont comptables de la manière dont ils mènent les débats et de la manière dont ils reproduisent eux aussi ou pas des stéréotypes de genre et des comportements sexistes. Moi, j'ai vécu des situations, encore une fois, dans le prétoire qui étaient abominables. Je me rappelle d'une femme qui venait déposer plainte pour harcèlement contre son mari, et c'était juste au départ où la notion venait d'être codifiée, le harcèlement conjugal. Et alors, je lui avais proposé à ma cliente d'apporter son journal intime pour venir caractériser ce qu'elle subissait tous les jours. Et les juges qui avaient pris le journal intime, c'était d'ailleurs 2 juges, lisaient le journal et pouffaient comme des adolescentes en lisant le journal. Et ma cliente était là, face à elle, venant décrire ce qu'elle subissait au quotidien, et ces 2 magistrates étaient d'un mépris absolu face à la souffrance de cette femme. Ça change. Ça, véritablement, je crois que ça change. On a des lois qui évoluent, on a un pouvoir politique qui est éminemment critiquable, mais je pense au Grenelle de 2019 contre les violences faites aux femmes, qui là aussi a marqué une césure et une évolution quand même assez radicale
dans la manière dont l'institution judiciaire est devenue précisément comptable de la manière dont elle traite les femmes. Et d'ailleurs, certains de mes confrères et de mes consoeurs pensent que l'institution a déjà basculé dans un ailleurs, où finalement, il suffirait de pointer du doigt d'un doigt vengeur un homme en l'accusant des pires maux pour qu'il soit condamné, et où nous serions passés d'un système de présomption d'innocence à un système de présomption de culpabilité, et où finalement la justice serait rendue par des femmes pour des femmes. C'est pas du tout l'expérience qui est la mienne, y compris devant les juridictions spécialisées, parce que nous avons aujourd'hui des juridictions qui sont spécialisées sur ces questions-là. C'est un défi. L'Espagne, je parle beaucoup, il faut que tu me dises ça. Et c'est bientôt fini. D'accord. L'Espagne a vraiment pris de l'avance sur nous sur ces questions-là, mais on a des magistrats qui se spécialisent, mais qui n'abandonnent rien des grands principes que sont le procès équitable, la présomption d'innocence, l'individualisation des peines et l'administration de la preuve. Et moi, avocate que je suis et avocate féministe que je suis, je reste viscéralement attachée à la présomption d'innocence et à l'administration de la preuve. C'est-à-dire que je considère qu'un je te crois, et je tiens beaucoup à cette idée du je te crois, ne doit pas valoir preuve devant le tribunal. Je te crois n'a jamais vocation à devenir une règle juridique, évidemment. Mais je te crois est tellement important pour faire le lien avec ce que nous disions il y a quelques années, et quelques secondes. Mais c'est évidemment ce que nous ne disions pas il y a quelques années. Je te crois est tellement important précisément pour accueillir cette parole-là. Mais on sait faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on peut dire à une victime « je te crois » et pour autant, et toutes mes clientes le comprennent aisément, parce qu'elles ne sont pas idiotes, on peut dire « je te crois » et pour autant, il va falloir débattre, il va falloir prouver, il va falloir enquêter, mais enquêtons, parce que là aussi, le nombre de dossiers qui sont refermés en vertu d'un sacro-saint parole contre parole, parole contre parole, on referme le dossier, classement sans suite. En réalité, ce sont des dossiers qui ne sont juste pas investigués. Donc, oui, les choses évoluent, mais les choses évoluent lentement, et les choses évoluent de manière précaire. Rien n'est gagné. Et vous allez comment? Oh ben ça va, surtout ce soir. Non. Comment ça va dans mon exercice professionnel? Oui, c'est ça, exactement, parce que c'est vraiment difficile, ce quotidien. Oui, c'est difficile. Enfin, mon quotidien est difficile, mais encore une fois, moi je reçois... je suis toujours surprise parce que je pense que je suis allée au bout de l'horreur et c'est jamais vrai en fait. Il y a toujours pire dans ce que les récits qui sont déposés devant moi, les récits déposés par les femmes, les récits déposés par les enfants, et qui suis-je pour me plaindre? Mais si vous m'y invitez, je peux me plaindre un peu quand même. Non, bien sûr que c'est un exercice qui est complexe, qui est exigeant et qui est parfois douloureux. Moi, je défends des femmes qui sont en danger, je défends des enfants qui ont vécu l'innommable. Et ça me renvoie aussi à comment dire, il faut être humble dans cet exercice-là. J'ai récemment vécu ce qui pouvait, je pense, m'arriver de pire, c'est-à-dire que j'ai défendu une femme qui avait été menacée de mort par son mari, qui a ensuite divorcé, et je me rappelle très bien que lorsque le divorce a été prononcé, on s'est salué, et elle m'a dit enfin, je peux passer à autre chose. Et le 25 novembre dernier, 25 novembre, cette femme a été tuée par son mari, 3 ans après le divorce. Alors que toutes les mesures de protection qui avaient été mises en place et que nous avions mises en place autour d'elle étaient terminées. Et évidemment, pour moi, c'était véritablement mon pire cauchemar. C'est-à-dire que j'ai une mission de défense et pour autant, je fais face à des hommes qui ont une détermination dans leur volonté de tuer leur femme que l'on ne soupçonne pas.
Et la grande question qui m'agite, mais je n'aurai pas tout à fait le temps de développer la réponse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que ces hommes qui tuent leurs femmes, d'abord pourquoi est-ce que les hommes tuent leurs femmes? Pourquoi? Quelles sont ces mécaniques-là, tellement puissantes, qui font que les hommes éprouvent le besoin de se réapproprier le corps de leur femme, et cette réappropriation passe par le viol, cette réappropriation passe par les violences, et cette réappropriation passe de manière aboutie jusqu'au féminicide. Pourquoi les hommes tuent-ils les femmes? On va demander à Mathieu. Et donc, pour répondre à votre question, comment je vais bien, mais j'ai tellement besoin de ça, voilà, de partager, de rencontrer, de lire de la littérature, de comprendre grâce à des essais ce qui se joue, parce que ça nous dote, encore une fois, de moyens, d'armes et d'armes de combat qui sont puissantes, que je vais de mieux en mieux lorsque, encore une fois, tous ensemble, on se met en marche sur ce combat-là. Merci beaucoup. Alors Mathieu, ce qui est frappant, déjà chez vous, c'est qu'il est rare qu'on ait des tables rondes où des hommes soient présents pour nous aider à comprendre. Ce qui est frappant et formidable, c'est que vous soyez jeunes. Et enfin, oui, parce que ça nous laisse espérer que la relève est là et que des hommes s'en emparent. Et après, ce qui est vraiment frappant dans votre travail, c'est que vous écoutez les hommes. Pas pour les excuser, mais pour essayer de comprendre ce qui fabrique la violence masculine. Dans vos livres, vous racontez des hommes cabossés, des trajectoires empêchées, des vies prises dans des mécanismes sociaux très puissants. Et avec nos pères, nos frères, nos amis, vous décidez d'entrer dans des groupes de parole d'hommes condamnés pour violence conjugale. Donc je pense que là, vous allez pouvoir nous raconter pas mal de choses. Et surtout, ma première question, c'est pourquoi vous avez choisi de consacrer une grande partie de votre travail sur cette question-là? Bonsoir. J'avais pas choisi de consacrer beaucoup de mon temps là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis journaliste depuis 2009. Et donc en 2017, fin 2017, quand le mouvement MeToo a pris de l'ampleur, il se trouve que quand Harvey Weinstein a été mis en cause, arrêté, j'étais aux États-Unis pour un reportage et je me souviens vraiment de lire la presse américaine en étant très surpris de ce que je disais, en me disant que c'était un fait divers. Il y avait quelqu'un de très puissant, un producteur américain, qui était arrêté pour des faits graves, mais je n'imaginais absolument pas l'onde de choc, ni le fait qu'on allait parler d'un mouvement MeToo qui allait avoir des répercussions en France. Et en tant que journaliste, je ne suis pas avocat, en tant que journaliste, la seule chose qu'on a à faire, c'est de sentir un peu le monde en train de bouger, être capable de le raconter. Et quand le mouvement MeToo a effectivement pris de l'ampleur très rapidement après, à l'automne 2017 et dans les premiers mois de 2018, j'ai bien été obligé en entendant toutes ces femmes qui prenaient la parole pour dire moi aussi j'ai vécu ça, des actrices, des femmes politiques, des femmes qui n'étaient pas particulièrement connues, mais qui prenaient la parole pour dire moi aussi ça m'est arrivé. Je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi, alors que j'étais journaliste depuis 2009 et qu'on était en 2018, donc ça faisait quasiment 10 ans, j'avais réussi à ne jamais m'intéresser à ce qu'on appelle les violences faites aux femmes. Je n'avais pas écrit une ligne sur les violences conjugales, pas une ligne sur les viols, pas une ligne sur le harcèlement au travail, ni sur le harcèlement sexuel, ni sur l'inceste, ni sur... Et j'aurais pu me dire que c'était le hasard, j'avais été accaparé par autre chose, mais j'ai jamais été rubricard. C'est-à-dire que je n'ai jamais été assigné à une rubrique, donc je n'avais même pas l'excuse de me dire, moi c'est sûr,
je travaille que sur le football et la Ligue 1, donc bon, j'ai normalement d'autres sujets qui m'ont accaparé et tout. Non, j'avais été extrêmement libre. Je m'étais intéressé à plein de sujets et on m'avait donné cette chance-là de pouvoir m'y intéresser et de pouvoir écrire dessus. Et donc j'avais pendant 10 ans fait un peu ce que je voulais, avec la bénédiction de rédacteur en chef qui me faisait confiance. Et il se trouve que j'avais jamais quand même écrit sur le sujet. Donc je me suis dit pourquoi. La première des raisons, c'est que le journalisme, c'est un artisanat, et c'est un artisanat qui est fait d'hommes et de femmes, qui n'échappe pas d'ailleurs à une division genrée du travail. C'est-à-dire que vous rentrez en école de journalisme, vous avez l'impression que naturellement vous divisez le travail en fonction des centres d'intérêt, mais en fait, quand vous rentrez dans un journal, vous voyez bien que les lieux de pouvoir sont aussi divisés en fonction de cette division genrée, c'est-à-dire que bon, les hommes vont plus naturellement, je mets beaucoup de guillemets autour de ça, se diriger vers la politique, le reportage à l'international, l'économie, le sport, et les femmes à la culture, et sur des sujets de femmes, je mets encore une fois beaucoup de guillemets, mais de fait, ces questions qu'on pourrait faire rentrer dans les violences faites aux femmes étaient traitées et sous-traitées par des femmes qui n'arrivaient pas à faire passer leurs papiers dans les journaux, et qui essayaient de gratter des morceaux de pages dans les pages société. Et je m'y suis intéressé parce que justement, je ne connaissais rien. Et que je voyais ce sujet devenir le sujet numéro 1. Et moi, j'étais reporter. La seule chose que je sais faire, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer des gens, leur poser des questions. Je me suis dit, mais là, il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole pour dire « j'ai vécu ça, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Je vois passer des chiffres hallucinants sur le nombre de plaintes. Je pense qu'à l'époque, on était à peu près à 200 000 plaintes, ou peut-être un peu moins, 150 ou 160 000 plaintes par an pour des violences conjugales. Mais en même temps, il y avait un chiffre qui disait plus de 80% des victimes ne portent pas plainte. Donc je suis nul en maths, mais quand même, je suis capable de voir que le chiffre et le chiffre réel qu'on ne connaît pas était déjà énorme. Donc s'il y a, disons, à la louche, au moins 500 000 femmes qui subissent des violences, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus, c'est bien parce qu'il y a 500 000 mecs au moins qui sont là pour les faire, ces violences. Donc je me suis dit, qui sont ces mecs? Et il se trouve que j'avais beaucoup travaillé, dans ces 10 ans, je n'avais pas rien fait non plus. J'avais travaillé notamment sur une question qui m'obsédait beaucoup, qui était celle de l'incarcération, de la prison, de l'enfermement. Et donc j'avais des contacts au sein de l'administration pénitentiaire, et il y en a notamment un qui m'a dit « Écoute, moi si tu veux, je peux te faire rentrer dans un groupe de parole d'hommes qui ont tous en commun d'avoir été condamnés pour violence conjugales. » Donc je savais qu'ils étaient coupables, je savais qu'ils avaient fait ces violences, et j'avais l'opportunité de rentrer dans ce groupe. Mais ce groupe, moi, le groupe de parole, je n'en avais jamais suivi, ni en tant que... ni moi-même dans les groupes de parole de tout. Vous pouvez faire des thérapies en groupe de parole, mais je n'avais jamais suivi. Et la seule image que j'avais, c'était une image cinématographique, c'est l'image de Fight Club. C'est-à-dire de mettre 12 mecs autour d'une table, le premier qui prend la parole pour dire bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 37 ans et je suis alcoolique et je suis toxicomane. Et j'imaginais que les uns après les autres, ils allaient commencer à parler en disant bonjour, je m'appelle Mathieu et je frappe ma femme. Et cette phrase-là, je frappe ma femme, je me suis rendu compte que cet aveu préliminaire au débat et finalement au travail, je ne l'avais jamais entendu. Et en effet, c'est très difficile d'avouer qu'on a commis quelque chose de honteux, mais particulièrement de frapper sa femme. C'est vrai que je ne l'avais jamais entendu. Donc je me suis dit, voilà, je vais rentrer dans ces groupes de parole et je vais faire entendre cette parole qu'on n'entend pas. On entend, avec la libération de la parole, des femmes qui ont été victimes et qui racontent ce qu'elles ont subi. Mais ces hommes, au final, je ne les ai jamais entendus expliquer pourquoi justement ils frappent leurs femmes, pourquoi... Alors ce n'étaient pas des hommes qui avaient tué leurs femmes, mais c'était des hommes en tout cas qui avaient été condamnés pour des violences. Et je me suis dit, je vais faire entendre cette voix. Donc le point de départ, il est là. Et après, comme je partais de très loin et que je n'y connaissais rien, je me suis dit, voilà, c'est un sujet de reportage, je vais y rester pas longtemps. Et au final, ça a duré plus de 4 ans. Et ça dure encore un peu maintenant. Parce que je me suis rendu compte que je suis rentré dans ce reportage avec une posture de journaliste, pas hautaine, mais en tout cas un petit peu en surplomb. J'imaginais qu'il y avait un moi et un eux.
C'est-à-dire que je ne me sentais pas concerné. Moi, j'avais jamais été mis en cause devant la justice pour des violences sur conjointe. Donc, naturellement, je me suis dit, voilà, moi, j'ai rien à voir avec ça. Je ne suis pas un homme violent. Et plus je passais du temps avec eux, plus je me liais d'amitié avec eux, en tout cas, je me sentais bien parmi eux, plus je réalisais que là où j'imaginais, avec mes propres préjugés, qu'un homme auteur de violence était forcément quelqu'un qui ne me ressemblait pas, quelqu'un de moins intelligent, moins éduqué que moi, plus alcoolique que moi, plus bas de plafond que moi, je réalisais qu'en fait, ces mecs-là, si je m'entendais bien avec eux, c'est parce qu'ils me ressemblaient. Ou que je leur ressemblais. Et donc, ces mecs, il y en avait un qui était chef d'entreprise, l'autre qui gérait une station-service, il y en avait un autre qui travaillait dans le bâtiment, il y en avait encore un autre qui était un cadre dans la banque, qui avait fait toute sa carrière à la caisse d'épargne. C'était des gens qui ne se ressemblaient pas, mais ils avaient tous le même discours. Moi, j'arrivais en effet avec cette posture un peu d'outsider, où je me disais, moi je me mets dans un petit coin, je vous écoute, mais dans ma tête, vraiment, je ne me pensais pas comme eux. Et plus je travaillais, plus je creusais ce sillon-là, plus je réalisais qu'on se ressemblait tous, et moi y compris, parce qu'on avait eu la même éducation. Quand bien même il y en avait un qui était né en Tunisie, un autre à Lyon, fils de prolétaire ou fils de dentiste, en fait, cette éducation qui constitue une sorte de moule dans lequel sortent presque tous les garçons depuis les années, disons les années 50. Mon père il est né en 52, et je vois bien que lui et moi, on est sortis du même moule, c'est-à-dire une éducation finalement patriarcale, sexiste, qui, sans que ce soit asséné, vous envoie toute la journée par la publicité, par 1 milliard de facteurs finalement, un message qui dit tu es un garçon, mais bientôt tu seras un homme, et pour le devenir, il faudra que tu passes par tel chemin, tel chemin, tel chemin, tel chemin. Une sorte de cahier des charges où tu vas cocher un certain nombre de cases. Et ça, j'en avais pas conscience. Et j'en ai pris conscience au fil de d'abord ces 6 mois au sein de ce groupe de parole, mais ensuite en creusant le sujet, en accompagnant certains de ces hommes et en continuant le travail pour notamment d'abord ce podcast qui est sorti au moment du fameux Grenelle en novembre 2019, mais que j'ai poursuivi après dans un livre qui est sorti l'année d'après, en 2023. Et de ce fait, comme on s'attendait à des monstres et c'est des hommes ordinaires en fait, comment on peut travailler collectivement avec des personnes ordinaires sur ces questions-là? Ben, si c'est pas individuellement qu'on va chercher le problème, mais beaucoup plus, à une échelle beaucoup plus grande, à l'échelle d'une société, c'est en s'interrogeant sur cette fabrique de la violence qui est à l'œuvre depuis très longtemps. D'un point de vue sociétal, il y a plein de manières d'agir pour que les imaginaires changent, que l'éducation change. Moi, vraiment, je sais que je suis un pur produit. Je suis né en 1988, j'ai grandi dans les années 90, biberonné par une culture, que ce soit celle de la télévision, du cinéma, de la publicité, voire même d'une culture tout simplement commune qu'on pourrait tous partager, qui est une culture qui m'a encouragé, en tant que garçon, à me saisir de la violence pour régler mes problèmes, pour m'affirmer dans ce monde, en fait pour exister. Et je ne m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. Et un exemple tout bête, c'est que j'ai 2 petites sœurs, et quand j'ai publié ce texte qui s'appelle Nos pères, nos frères, nos amis, l'une et l'autre, de manière totalement indépendante, sans se concerter, m'ont envoyé une lettre pour me dire « Enfin, tu réalises ». Et plein de copines m'ont dit « Maintenant, tu mets sur ton nez les lunettes qu'on a toutes, qui nous permettent de voir le monde, non pas tel que tu imagines qu'il est, mais tel qu'il est vraiment. C'est-à-dire un monde dans lequel on doit faire avec une violence qui est partout. » Et c'est vrai que je ne suis pas un expert du sujet, j'ai juste eu la chance de travailler dessus et de me rendre compte de ça. Mais on m'aurait posé la question en début 2018, j'aurais été
j'aurais été parmi tous ces hommes que je croise qui me disent « faut pas exagérer, peut-être il y a des hommes violents, mais moi je ne le suis pas, moi je ne suis pas un mec violent, je ne vois pas pourquoi je devrais m'interroger sur ma propre violence, mon père n'était pas violent, moi non plus, d'ailleurs mes potes ne le sont pas non plus, oui il y a des malades mentaux, oui les mecs de Mazan ils étaient complètement zinzin, mais ce discours-là, il est très difficile à déconstruire parce que tant qu'on n'est pas soi-même dans un cercle pas trop large concerné par des faits de violence, on ne se sent pas concerné. Moi, j'en faisais totalement partie. Donc, il y a bien sûr des moments comme ça qui peuvent faire un peu des marqueurs. Le procès de Mazan en fait partie. Il y a d'autres, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais collectivement, on peut mettre en place déjà des choses, déjà à l'échelle de l'école, tout simplement. Moi, j'ai été assez halluciné de prendre conscience que, sur des questions toutes bêtes, pas de vivre ensemble, mais de comment se comporter avec, entre garçons et filles, c'est des sujets quand même très importants, parce qu'en fait, toutes les questions qu'on voit dans les procès de violence conjugale, de contrôle coercitif, d'emprise, de jalousie, de refus de laisser la liberté à l'autre de nous quitter, de tout simplement de vivre sa vie en dehors du couple parce qu'elle a décidé que ça s'arrêtait. Tout ça, en fait, on le voit à l'œuvre, pas uniquement à partir de l'âge de 25 ou 26 ou 27 ou 30 ans. On le voit à l'œuvre dès le cours d'un collège. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les collèges et les lycées, et en fait, les mécanismes de violence inhérents au couple, de jalousie, de contrôle du téléphone, on le voit à l'œuvre dès l'âge à laquelle on se met en couple, c'est-à-dire à 12-13 ans. Et donc, que les choses changent, moi je mets beaucoup d'espoir, pas tellement dans justement ces groupes de parole, parce qu'en fait, changer un mec qui a 45, 50 ans, 60 ans, c'est les chances sont infimes. En fait, vous vous attaquez à une construction qui a mis des années à être mise en place, et des croyances aussi. Enfin, c'est très difficile. Moi-même, je ne me présenterai jamais comme quelqu'un qui s'est déconstruit. Vraiment pas du tout. Mais par contre, il est possible de s'attaquer au problème avant que justement il devienne trop important. Et là, on a des choses à faire. Et j'y crois beaucoup sur, peut-être pas ma génération, ni celle de mon père, mais peut-être celle de mes filles, qui ont 3 à 5 ans aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une question, on parle de la violence, mais on peut parler de la virilité aussi, qui traverse votre travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue aujourd'hui à fabriquer des garçons qui sont incapables d'exprimer leurs émotions ou à qui on va empêcher d'exprimer leurs émotions autrement que par la domination ou la violence? Ça, c'est vrai que c'est le terreau de ce qui fait la séparation des petits garçons et des petites filles, c'est cette question-là. La seule émotion qui est admise quand on est un garçon, je vais rajouter hétéro, parce que c'est important de le préciser, c'est la colère. C'est-à-dire que la colère est une émotion autorisée, voire même encouragée, parce qu'elle vient cocher cette case de la virilité. C'est-à-dire que vous êtes en colère, vous allez exprimer votre mécontentement par la force et par les points parfois, mais c'est aussi une émotion qui a été hyper encouragée, encore une fois, dans la culture populaire. Vous regardez un film, le héros, l'émotion le héros masculin, l'émotion qui va être le plus à même d'exprimer, c'est la colère et la force, et d'ailleurs, en général, la violence. L'amour. Ouais, mais en fait, j'ai été quand je me suis posé toutes ces questions sur justement la construction, en effet, les émotions, j'ai réussi à trouver qu'un seul exemple d'un acteur, justement, de ces grands acteurs, que ce soit Johnny Depp, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, tous ces acteurs. J'ai eu qu'un seul exemple d'un acteur qui se retrouvait quitté, et on sait que la violence arrive très souvent à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où en fait l'autre en face dit j'ai rencontré quelqu'un, ou je ne t'aime plus, ou ça s'arrête, ou je m'en vais, et la violence intervient à ce moment-là. Et en fait, j'ai un seul exemple que j'ai revu récemment, c'est dans Eyes Wide Shut, et c'est Tom Cruise, bizarrement, qui est face à Nicole Kidman, qui lui dit
je fantasme sur un autre mec et on l'a rencontré à telle date dans un restaurant. Et c'est la seule fois où on voit un héros comme ça, qui est un grand héros, qui encaisse l'information d'être relégué au second plan et d'avoir son ego blessé. Mais voilà, c'est Kubrick et c'est un grand film, mais honnêtement, et j'en regarde beaucoup des films, j'en ai pas d'autres exemples. C'est-à-dire que tous les autres héros qui ont été les héros de mon enfance et de mon adolescence sont des héros qui n'expriment pas d'émotion, si ce n'est cette émotion-là qui est la colère. Et donc, moi j'en fais complètement partie. C'est-à-dire que je me suis construit et personne ne me l'a dit, personne ne m'a susurré que pour devenir un homme, il fallait ne pas pleurer, ne pas montrer ses émotions, montrer sa force et être capable de ne pas se faire marcher sur les pieds. Mais de fait, je me suis construit en essayant par tous les moyens de devenir cette personne-là. Et ça, je pense qu'il faut s'attaquer à ça. Parce que ces croyances qui paraissent un peu à la fois stéréotypées et tellement clichés qu'elles pourraient en être risibles, qui sont en gros portées par le discours masculiniste aujourd'hui. On voit sur TikTok, sur Instagram, des mecs qui paraissent tellement ridicules dans leur t-shirt trop petit, bodybuildé, pour venir asséner un message qui dit que être un homme, c'est avoir une grosse bagnole, avoir une grosse bite, avoir beaucoup d'argent et ne pas se laisser marcher sur les pieds. En fait, ça paraît risible, mais c'est un message extrêmement simple. Et quand tu as 14 ans, que tu n'es pas très bien dans ta peau, que ton corps il est en train de changer, que tu aimerais en fait que la fille qui ne connaît pas ton prénom mais qui est super belle dans la classe d'en face soit tombe amoureuse de toi, bah, en fait ce message-là, il a beau être cliché, il a beau être risible, il est simple, et je n'ai pas fait d'études de commerce et de publicité, mais plus le message est simple, plus il est véhiculé, plus il circule. Et le slogan masculiniste, qui dit qu'en gros, bah, montre pas tes émotions, sois fort, on tape du poing sur la table, il se répand bien plus rapidement que le message féministe qui dit « Ah, mais être un homme, en fait, ça peut être ça, mais ça peut aussi être ci, et puis c'est plus complexe, et en fait, tu pourrais aussi exprimer tes émotions, et en même temps, ne pas dominer ta copine. » Ça, c'est très, très, très compliqué à diffuser comme message, notamment quand on se retrouve face à une classe d'enfants entre 10 et 16 ans. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, mais on est encore tout au début. On voit d'ailleurs à quel point ça a été compliqué déjà de mettre en place des cours des BARS, les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Moi j'en ai suivi quelques-uns là en tant que journaliste, et vraiment j'étais halluciné déjà des sujets qui étaient débattus en classe de 6e. J'aurais adoré pouvoir parler de ce genre de sujet-là quand moi j'étais en classe de 6e, mais c'était pas du tout le cas. Dernière question avant de laisser la parole à Mathilde. C'est ce qui vous a donné envie d'écrire l'histoire de Jessie ? Non, en fait, écrire un roman, c'est... après, chacun fait comme il veut, mais moi, j'ai jamais vraiment l'idée de je vais travailler sur tel thème pour que ça déclenche ensuite le processus d'écriture. Il se trouve que Jessie, elle fait partie de celles qui, de manière spontanée et en même temps un peu étrange, se sont reconnues dans certains témoignages du podcast, notamment des hommes violents. Le premier épisode met en scène une femme qui s'appelle Cécile et qui raconte notamment une erreur judiciaire. Elle a été victime de violences de la part de son conjoint. Elle a porté plainte. Elle a eu du mal à le faire, mais elle a porté plainte. Et lui a contre-porté plainte. J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Il a eu peur d'aller en prison. Et du coup, il s'est dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je vais dire qu'elle aussi, elle m'a frappé. Et en fait, elle, en tant que victime, était tellement sûre de sa réalité à elle, d'être la seule victime de cette histoire. Et d'ailleurs, elle avait été défigurée. Elle n'avait pas pu finalement se rendre même aux entretiens d'embauche qu'elle avait dans la semaine et tout. Enfin, c'était vraiment une violence extrême, presque caricaturale dans les coups qu'elle avait reçus. Et elle avait été condamnée. Elle, en tant que victime, condamnée au même titre que lui, à suivre notamment des groupes de responsabilisation à la violence. Et Jessie, en entendant cet épisode, qui est diffusé sur France Culture,
s'est reconnue dans la détresse de cette femme et elle m'a écrit un message assez spontané en me disant que si jamais ça m'intéressait, elle aurait une histoire à raconter. Et en fait, si vous avez envie d'attiser la curiosité d'un journaliste, c'est une bonne chose à faire. C'est-à-dire que vous ne dites pas vraiment de quoi il s'agit, mais vous dites si jamais ça vous intéresse, j'ai une histoire intéressante à vous raconter. Bon bah, ça m'arrive assez régulièrement de recevoir ce genre de message et je ne peux pas le laisser en vue, comme disent les jeunes. Je suis obligé d'y répondre. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle m'a dit bah, moi, si vous voulez, on peut se voir. Elle habitait pas loin de Paris, enfin, vraiment juste à côté. Et elle m'a donné rendez-vous, mais dans une semaine où j'avais plein de rendez-vous, et quand je suis arrivé à l'endroit où elle m'avait donné rendez-vous, à l'adresse, j'étais en voiture, il pleuvait un peu comme il pleuvait hier. Et elle me donne rendez-vous, je crois que c'est devant un collège. Et donc je me gare et je dis bah, vous voulez qu'on aille dans un café? Elle me dit ah, non, je suis prof de maths dans ce collège. Tous les cafés ici sont infestés de parents d'élèves, est-ce qu'on pourrait aller ailleurs et tout? Donc je dis bah ouais, si vous voulez. Et là il se met à pleuvoir des trompes d'eau, donc elle monte dans ma voiture, et je roule, mais sauf qu'il pleut tellement fort comme hier il pleuvait que je ne peux pas m'arrêter nulle part. Et là elle commence à parler. Et elle me raconte sa vie, elle me déroule vraiment une vie, elle me dit ça, j'ai raconté à personne ça. À personne, ni mon fils, ni mon mec, personne ne sait ça. Et donc je suis désolé, là, je suis en train de conduire, mais j'ai envie de prendre des notes. Est-ce que je peux vous enregistrer? Donc j'enregistre avec mon téléphone. Et j'ai nulle part où aller, il fait que pleuvoir, j'ai juste les essuie-glaces qui... Et donc on roule comme ça en rond, quand au bout de 10 minutes que je vais tout droit, je fais un virage, et je reviens dans l'autre sens. Et puis au bout d'une heure et demie, elle me dit est-ce que vous pouvez me ramener parce que j'ai cours avec une troisième. Donc je la redépose, et je me retrouve avec cette rencontre bizarre de cette femme totalement inconnue qui m'a écrit juste un message sur les réseaux sociaux en me disant j'ai quelque chose à vous dire et fin de l'histoire. Voilà. J'ai juste cette espèce de cadeau qu'elle m'a fait de 1h30 de la vie d'une femme enregistrée dans un téléphone. Et quand je rentre chez moi, j'y touche pas tout de suite, mais quelques semaines après, je réécoute la bande et le livre, quasiment tout entier, est dans la bande. C'est-à-dire qu'elle m'a offert un échantillon gratuit de si ça vous intéresse, bah, prouvez-le-moi. Et donc, recontactez-moi. Donc, derrière, je l'ai rappelé. On s'est vu tous les mercredis pendant des mois. Et au début, je ne savais pas qu'il y aurait un livre. J'avais juste l'impression d'être tombé sur quelqu'un d'extraordinaire, au sens où j'aurais pas été capable d'inventer un personnage comme ça. Cette femme, prof de maths, qui me raconte cette histoire-là, cette vie-là. Si j'avais été tout seul dans ma chambre en me disant je vais écrire mon prochain roman, j'aurais ouvert mon ordi, jamais un personnage aussi riche serait arrivé de mon cerveau. Ça, c'est évident. Et donc, je l'ai recontacté, je l'ai revu, et au début, je me suis pas dit je vais écrire sur elle, je me suis juste dit c'est tellement un personnage dingue qu'un jour, peut-être, je m'en servirai. Je l'injecterai sous les traits de quelqu'un d'autre dans un roman. Et un jour, on se voyait le mercredi, et un jour, elle m'a appelé un dimanche, en pleurs, en me disant il s'est passé quelque chose. Et ça procédait déjà un débat qu'on avait ensemble elle ne l'avait jamais dit à personne, elle ne l'avait pas dit à son fils. Son fils, il avait 15 ans. Et je disais, mais comment est-ce que tu peux ne pas dire à ton fils ce secret énorme que tu gardes en toi? Tu me le dis à moi parce que tu ne me connais pas et que c'est plus facile de me le dire à moi que de le dire à ton fils. Mais je pense que tu devrais le dire à ton fils parce qu'il ne va pas bien. Elle me dit, je ne pourrais jamais lui dire, il est trop immature. Et elle m'appelle ce dimanche-là, elle me dit, je lui ai tout dit. Et donc le livre commence comme ça parce que c'est ce qui manquait pour qu'il y ait une intrigue. On leur dit rien, hein. Il est derrière. Merci Mathieu. Il aime toujours pas les applaudissements. Alors Mathilde, vous aussi, c'était pas prévu comme ça, en fait. Quand vous êtes partie au procès Mazin, au départ c'était pour préparer un cours avec vos élèves. Et très vite, vous comprenez qu'il est en train de se jouer quelque chose de très particulier. On est 1 an après, vous nous en avez déjà parlé, mais tout le monde n'était pas là, donc on va repiquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle d'audience pour que tout d'un coup vous ayez envie d'écrire un ouvrage sur cette question-là?
Alors bonsoir à toutes et tous, et merci d'être encore là. Je ne peux pas faire la même réponse maintenant qu'il y a un an, de toute façon. Puisqu'il y a un an, le livre était sorti depuis 2 mois, le procès était terminé depuis 5, et j'étais encore pas, j'avais pas la distance nécessaire. Donc effectivement, j'y suis allée au début par intérêt, on va dire personnel, et puis parce que, alors je suis pas allée avec mes élèves bien sûr, mais pour faire un cours de rhétorique sur la rhétorique du procès, les différentes prises de parole dans un procès, je me suis dit c'est un procès d'actualité. Moyennant quoi mes élèves n'ont pas trop suivi. Je pensais que c'était vraiment un cas d'étude exemplaire, et puis en fait ils n'étaient pas très au courant. Et puis voilà, comme on en parlait tout à l'heure, une fois qu'on va assister à une audience d'un procès pareil, enfin, je pense d'un procès tout court de ce type-là, c'est impossible d'en repartir. Voilà, il y a quelque chose on ne peut pas assister à un seul jour d'audience parce qu'en fait ce procès, malheureusement, il faut l'avoir suivi pour s'en rendre compte. C'est un tout, c'est un ensemble, c'est des gens qui se répondent. Et donc il y a forcément, voilà, je suis allée une première fois, enfin je pensais y aller une seule fois parce que j'étais pas loin et que ça me semblait inévitable de le faire. Et puis ça a été le début de 3 mois et demi d'interrompu d'aller-retour entre Paris et donc Avignon pour les audiences. Aujourd'hui, ce livre a déjà 1 an, enfin plus d'1 an, et je suis contente d'être là pour en parler parce que je l'ai écrit pour parler du procès dit Mazan, bien que les habitants de Mazan m'aient signalé et signifié que ça leur coûtait beaucoup, on l'appelle comme ça. Tout abîmés qui sont encore de la profanation du cimetière juif de Carpentras, qui en ont un peu marre d'être associés à des drames pareils. Malheureusement, c'est pas moi qui ai choisi. J'aurais voulu l'appeler procès Avignon, mais personne n'aurait su de quoi il s'agissait. Donc, c'est procès Mazan. Et c'était un terrain d'observation. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste du viol. Je fais de l'analyse de discours et donc sur des terrains très divers, très variés, et qui ont juste la particularité d'être dans des milieux contraints où la parole est contrainte, d'une part, et d'autre part avec des personnes fragilisées. J'ai beaucoup écrit sur mes élèves, qui sont des élèves dits de cité. J'enseigne en Seine-Saint-Denis dans un plus gros établissement de Seine-Saint-Denis. Et puis je m'intéresse aussi à la question de la détention, à la question de l'hôpital psychiatrique, aux personnes un peu marginales et néanmoins, enfin marginalisées plus exactement, et très nombreuses. Et quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit il faut qu'on sorte de cette espèce d'effet monstrueux. Je choisis volontairement le terme, bien que je ne le valide pas, parce que je ne crois pas que ce soit des monstres plus que des hommes ordinaires, ces 51 violeurs. Je me suis dit, ça nous arrange bien, toutes et tous, de se dire que c'est quelque chose d'un peu spectaculaire, d'un peu inédit, et ça nous évite, comme tu le disais Mathieu, de se confronter aussi, nous, aux questions qu'on devrait se poser en tant que société, hommes et femmes d'ailleurs, chacun à sa place bien évidemment. Ce procès-là, c'est pas exceptionnel, c'est 51 personnes qui ont violé une femme. Ouais. Et donc, il se trouve que la victime, pour elle, bien sûr, c'est 51 fois pour elle, par contre, c'est 51 viols, et ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse. Le viol est partout, lorsqu'il n'existe pas, il n'est plus menace, et donc tout ça pour vous répondre assez brièvement, je pense aujourd'hui qu'il faut sortir de ce procès-là et savoir ce qu'on peut en tirer comme leçon, nous, en tant que société, les questionnements auxquels on doit se confronter et tirer les leçons de ce procès en n'oubliant pas qu'on est dans un système où plein de gens ne sont pas si loin des acteurs de ce procès. C'est important quand même de nous dire ce que vous avez ressenti à cette première audience. Pourquoi ça a déclenché chez vous cette volonté d'en parler et d'écrire cet ouvrage? Ressenti, c'est pas le mot que j'emploierais parce que pour faire un travail comme ça, on est obligé de se couper de ses émotions. D'abord, de toute façon, c'est interdit en salle d'audience d'étudier une quelconque émotion. Et puis ensuite, je ne pouvais pas être parasitée par ma propre émotion. Moi, j'étais là pour analyser du discours.
Donc ça, je le dis quand même parce que ça a été un travail très pénible. J'avais pas le droit ni à l'ordinateur ni au téléphone, donc c'était des heures et des heures d'audience. Donc j'écrivais tout à la main sur un cahier, avec un code qui parle, quelle personne, quel accusé, donc je me rappelle, il y en avait 51, quel avocat. Donc c'était un gros travail déjà de concentration pour évidemment ne pas attribuer la mauvaise parole à la mauvaise personne. Donc l'émotion, je pense que j'en suis encore un peu coupée. En revanche, du point de vue qui est mon point de vue professionnel, donc d'analyse du discours, c'est plutôt ça que j'ai ressenti ce jour-là, c'est-à-dire un sentiment permanent de décalage où les gens qui parlaient dans ce procès, enfin une partie des gens, n'étaient pas, enfin en tout cas tenaient des discours que j'aurais pas attendus chez eux, chez elles, chez eux en l'occurrence. C'est-à-dire des avocats ou avocates qui se retrouvaient à charge contre leurs propres clients. Alors les avocats qui se sont attaqués à Gisèle Pellicot, on en a suffisamment entendu parler, mais il y a aussi eu des avocats qui ont humilié leurs propres clients. Dans une stratégie, je vais expliquer ce que c'est pas clair. En fait, l'une des choses qui était vraiment palpable dans ce procès, c'était, et qui est très connue dans un point de vue sociétal aussi, c'est l'inversion de la culpabilité. Donc, ces hommes étaient à ce moment-là, en tout cas, accusés sinon coupables, et il y a eu tout un tas de stratégies qui ont consisté à tenter de prouver que quand même, soit c'était plutôt Gisèle Pellicot qui, tout en dormant, pouvait d'une manière ou d'une autre être responsable de ce qui lui était arrivé, ou des phénomènes de déresponsabilisation. Et donc, certains avocats, ils étaient quand même assez nombreux, ont plaidé pour leurs clients l'incapacité, on va dire, intellectuelle à se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Puisque, je le rappelle, je ne sais pas trop ce que chacune sait, pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait matérialité des faits, qui était observable dans les vidéos, mais aussi intention. Et donc, c'était sur la question de l'intention que se jouait ce procès. Est-ce que ces hommes ont eu conscience de violer au moment où ils ont violé? Et donc, il y a des avocats qui plaidaient le fait que leurs clients étaient vraiment pas en mesure de comprendre qu'il s'agissait d'un viol. Et donc, ce faisant, pour incarner le fait que vraiment ces hommes n'étaient pas du tout en mesure de se rendre compte de ça, il y en a deux au moins qui les ont insultés sur leur bêtise. Donc je l'explique également parce que les expressions méritent d'être répétées. Donc on avait par exemple, je ne citerai aucun nom, hein, mais un avocat qui, pointant son client du doigt, disait mais lui là, avec son QI d'endive en promo chez Lidl, en parlant de son client, je le rappelle, de son propre client, où lui, alors toujours le même, là pour le coup, toujours sur son client, assez content de sa métaphore qui reprend en disant avec son QI de vibromasseur, ce qui, dans les circonstances, était doublement insultant. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres de ces discours qui n'étaient pas à leur place. Qui que soient ces hommes et quoi qu'ils aient fait, la justice a évidemment s'est prononcée là-dessus, mais à ce moment-là, les accusés, ils n'ont que leur avocat avec eux. Et donc, lorsque l'avocat prend la place de l'accusation, il ne reste plus non plus de place pour l'accusation. Donc, c'était leurs propres avocats qui les humiliaient publiquement. Ou encore les experts psychiatres qui prenaient la place des avocats. L'expertise psychiatrique est là pour donner une évaluation objective, ça serait absurde, ça n'est pas possible, mais en tout cas ne pas prendre la défense des accusés. Et moi j'ai entendu certains experts psychiatres, ça dès le début, prendre la place des avocats. Donc il y avait des choses comme ça qui étaient un peu, en tout cas le premier jour où je me suis dit, bon, comment ça se fait que tout est mélangé comme ça? Donc plus que de l'émotion, c'est ça, ce sentiment de décalage. Et pourquoi alors, ce décalage? Ça, je ne sais pas, c'est pas à moi d'y répondre. Hein. Moi, c'est pas ma capacité. Ce que je vois bien quelle est la stratégie de l'avocat qui me montrait que son client n'a pas de capacité intellectuelle. Ce que je constate, c'est que sa façon de le faire est humiliante. Voilà. Après, pourquoi il a choisi ça, c'est pas mon rôle de me prononcer là-dessus. Et c'est un procès qui a un retentissement mondial, en fait. Ça, c'est particulièrement
éprouvant et particulièrement interpellant. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient le sujet de tous les médias internationaux. Est-ce que ça vous a paru... Mais moi, je ne sais pas trop. Enfin, là aussi, je trouve que c'est une autre façon de se sortir de notre responsabilité. Alors, bien sûr, pas dans cette affaire-là, ça va de soi, mais dans un système qui permet qu'on arrive à cette affaire-là. Oui, c'est international. Oui, là, j'étais récemment au Québec et puis on ne dit pas maintenant « Ah tiens, il y a eu un viol de très grande ampleur ». On dit « Ah tiens, nous aussi, on a eu ». C'est devenu une espèce de référent d'une extrême gravité, ce qui nous empêche pendant ce temps-là de parler de la, malheureusement, banalité du viol. Et de phénomènes dont, là, on est tous responsables, mais même dans notre inconscient, parce que c'est celui du langage. Dans les inversions, par exemple, pour ceux qui arrivent à verbaliser, on connaît tous et tous, même si on ne le sait pas forcément, des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, tout le monde dit, quand on arrive à prononcer le mot viol, elle s'est fait violer. Et en fait, ce qu'on appelle linguistiquement une périphrase factitive, peu importe, mais ça a du sens. Quand on dit, par exemple, il suffit de prendre un autre exemple. Elle s'est fait violer, elle reste sujet de la phrase, hein, même si c'est dans une tournure passive, c'est quand même elle qui est sujet de la phrase. Quand on dit, appliqué à Sorel, par exemple, je me suis fait avoir. C'est le même fonctionnement, hein, c'est la même construction. Mais quelqu'un qui dit, je me suis fait avoir, disant ça, et c'est ainsi, signifie qu'il a une part de responsabilité. Je me suis fait avoir, c'est-à-dire, bon, effectivement, voilà, mais j'aurais dû faire plus attention. Voilà, je suis en quelque sorte, je me suis fait avoir, j'ai acheté un truc trop cher, voilà, j'ai quand même fait quelque chose qui... Donc, dans elle s'est fait violer, dans l'inconscient du langage, il y a quand même cette forme de responsabilité attribuée à la victime, et qu'on dit tous, personne ne dit, un homme a violé mon ami, ma cousine, ma soeur, c'est toujours... C'est elle la responsable. Voilà, donc on peut dire que c'est mondial tant qu'on veut. La vraie question pour moi, c'est quand même qu'on mette nous le nez dans ce que, et c'est pas une question, moi j'accuse et je fais de reproche à personne, hein, simplement je constate, et puis moi-même je l'ai fait avant de le questionner, hein, bien sûr, c'est comme ça des choses qu'on a des automatismes, mais qui sont des automatismes qui entretiennent du point de vue du langage, donc parce qu'on l'utilise tous les jours, le système dont mes deux acolytes ont parlé déjà avant moi. Et je pense que c'est ça la vraie question qu'on doit se poser, plutôt que du côté spectaculaire ou monstrueux, ou de Gisèle Pellico, qui est une héroïne, une icône, etc. Tout ça, c'est des façons de mettre à distance la terrible banalité, au sens quotidienneté, de ce qui s'est passé pour elle. Et alors, j'ai beaucoup pensé à vous, il y a quelques mois, en lisant « Et la joie de vivre ». Le livre donc, de Gisèle Pellico. Et justement, moi j'ai ressenti ça, cette distance, cette volonté d'adoucir et de passer à autre chose. Comment vous l'avez vécu, vous, la lecture de ce livre? Vous l'avez lu? Oui. Ah, j'ai bien fait de penser à vous. Oui, je l'ai lu. Alors, je ne suis pas, en revanche, si je suis la meilleure personne pour vous répondre, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. Vraiment, j'ai baigné dans ce procès-là. Donc, ce livre-là, je l'ai lu de manière un peu particulière aussi. Bon, c'est la première fois qu'elle prenait la parole en dehors, en tout cas, de la salle, enfin, du tribunal, on va dire plus largement. Je ne sais pas si elle adoucit. Elle est dans un cas quand même très particulier d'absence de souvenir de ce qui lui est arrivé. Il faut savoir que on lui a annoncé l'existence des vidéos en 2020 et qu'elle n'a pas été capable, pour des raisons qu'on peut bien comprendre, de les voir avant mai, je crois, 2024, c'est-à-dire quelques mois avant le procès. Donc, et elle l'a fait parce qu'effectivement, en réfléchissant à ce moment-là à la question de la levée du huis clos, elle s'est dit que c'était peut-être pas idéal de les découvrir pendant les audiences. Bon, donc c'est quelqu'un qui a subi tout ça, qui ne s'en souvient pas, qui sort du procès et qui propose la lecture des choses qui doit être la sienne maintenant. Donc je ne pense pas qu'elle adoucisse, mais je pense elle propose sa version de sa reconstruction possible, c'est-à-dire les années qui ont précédé et qui, avec son mari, et on n'est pas apte à juger de se dire, bah oui, mais quand même, elle lui a fait ça. Si elle décide de considérer que ces 30 années ont eu de la place et une importance pour elle,
ça fait partie, j'imagine, de sa reconstruction. Et puis, oui, d'ouvrir sur la suite, son nouveau compagnon dont elle parle dans ce livre-là, et puis le fait de se raccrocher à tous, enfin, au peu, qui ne soit pas l'horreur dans ce qu'elle a traversé, en tout cas ces 10 dernières années. Après, c'est un livre, évidemment, qui ne parle pas de ce qu'elle a traversé, puisqu'elle ne s'en souvient pas. C'est un livre qui parle de ce qui reste à sauver pour elle. Et là aussi, je n'ai pas du tout d'avis sur la question. En tout cas, c'est peut-être pour certaines victimes une possibilité qui s'ouvre, ou en tout cas quelque chose de ne pas être... Enfin, ça, elle l'a dit, en tout cas. Elle ne veut pas, elle, être résumée à son statut de victime. Ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Et donc, peut-être qu'elle ouvre aussi une possibilité pour d'autres victimes qui voudraient ça et qui ne se l'autoriseraient pas pour les raisons, là aussi, précédemment mentionnées. Ça, je ne sais pas. Et pour finir, donc 1 an après, qu'est-ce que vous pensez de... Vous me dites, je suis différente 1 an après, je perçois les choses différemment, donc qu'est-ce que vous ressentez ? Je trouve qu'en 1 an, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai rencontré beaucoup de gens, et je trouve que globalement, la société est contente, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, s'interroge vraiment sur ces mécanismes de langage. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est vrai, je me rends compte, je disais ça, mais moi, je disais pas ça pour... un peu aussi comme vous faites ici, hein, il n'y a pas que des gens de mauvaise volonté, mais en fait, tant qu'on n'accepte pas là aussi de se dire, mais comment je parle, comment j'aborde, juste le mot viol en fait, hein, le livre ne parle que de ça, mais des différentes stratégies utilisées pendant ce procès pour ne pas l'employer, mais en réalité c'est pareil partout. Hein. Ce qui s'est joué autour du mot viol dans ce procès, c'est ce qui se joue aux soirées, au dîner, les gens trouvent des tas de stratégie pour ne pas prononcer ce mot. Et là aussi, pour l'anecdote, j'étais invitée à une rencontre peu importe la ville, et les libraires avaient fait une vitrine que j'ai trouvée très chouette avec le livre partout dans la vitrine. Donc c'est 200 fois le mot viol par conséquent. Et il y a plusieurs personnes, donc c'était dans la rue piétonne de la ville, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans la librairie simplement pour dire que ça les gênait. Le mot. Mais ok, mais bien sûr que c'est pas le mot qui gêne, parce que c'est la réalité, et elle gêne tout le monde. Les agresseurs ont du mal à l'admettre, parce que on peut comprendre, vu ce qui, dans ce cas-là c'est un aveu, et les peines sont lourdes derrière, mais les victimes ont du mal. Les victimes ont du mal parce que la société a du mal. Si c'était quelque chose de fréquent, si on n'était pas obligé aussi de sans arrêt se justifier, enfin, Roselani le dit très bien, quand on se fait rentrer dedans par une voiture, on ne demande pas ce qu'on a fait pour que la voiture nous rentre dedans. Et il y a des structures, l'axe de la langue, il est incroyable pour se rendre compte à quel point on est zinzin dans notre façon de parler. Quand on dit, je ne sais plus, je crois que c'est Anne qui disait tout à l'heure, elle l'a bien cherché, tout le monde a entendu ça, elle l'a bien cherché. Voilà la question, et j'en parlais tout à l'heure, que désigne, que pronominalise ce L'. Elle a bien cherché quoi? Alors pas un acte sexuel, parce que dans ce cas-là on ne dit pas cette phrase-là. Donc c'est le viol. Mais comment on peut chercher un viol qui est une agression? Donc il y a quelque chose comme ça, et alors c'est une phrase vraiment qui est parfaitement, elle l'a bien cherché. Donc elle a bien cherché à ce que je lui impose quelque chose dont elle ne voulait pas. Et tout ça, c'est vraiment des choses, c'est l'angle qui est le mien, hein, mais nos résistances et le système patriarcal et le système violent, il est ancré dans le langage, et on le perpétue, c'est pour ça que je dis on, et les femmes aussi, parce que le langage, il est partagé. Et bien sûr que quand on le dit, on ne cautionne pas le viol, ça va de soi. Mais ce mot-là désigne une réalité à laquelle on n'est pas prêt à se confronter. Et dans les accusés de Mazan, il y en a un qui l'a verbalisé de manière... Enfin, ce jour-là, j'étais là et je me suis dit, mais c'est incroyable. Il a dit, je n'arrive pas à dire ce mot. Alors là, lui, pour le coup, il ne comparaissait pas pour une histoire de mots. Hein. Je n'arrive pas à dire ce mot. Je pense d'ailleurs que c'est mon incapacité à le prononcer qui m'a amené ici, entre autres. Et il a dit, avec mon psychologue, j'emploie le mot folle.
Alors qu'ils le fassent, que ce soit l'inconscient du langage, mais qu'à la barre, ils disent « je ne peux pas le dire » et je dis « vol », je trouve que c'est... Mais bon, est-ce que lui, du coup, on peut plus rire de lui que des 3 personnes qui sont rentrées dans cette librairie en disant « ça me gêne » qu'il y ait le mot viol, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Donc ça ne gêne pas la réalité, tous les jours, mais le mot, oui. Mais ça, c'est notre responsabilité. Voilà. Et quand on commencera à pouvoir dire, bah, tu sais, non pas elle a été agressée, non pas un petit peu mieux, elle a été violée, elle s'est fait violer, mais bah, tu sais, quelqu'un, un homme, et si on peut le dire aussi bien le voisin, l'oncle, parce que là aussi on sait bien que le violeur, c'est pas dans les parkings, en tout cas pas le plus souvent, mais déjà nous, on aura fait notre boulot de société. Je veux dire, on ne peut pas tout laisser en responsabilité aux violeurs. Les violeurs sont des membres de la société. Et le procès Mazan n'arrive pas comme ça de nulle part. Le procès Mazan est l'aboutissement de ce que certains appellent le continuum, la culture du viol, et que moi j'appelle plutôt continuum des violences sexistes et sexuelles, parce que culture du viol ne parle que du viol. Mais c'est qu'avant le viol, après il y a le meurtre, mais avant le viol, il y a toutes ces échelles qu'on permet tous les jours en disant c'est pas grave, et puis aussi, au moment où on arrive à l'avant-dernier stade, qui est celui du viol, là il n'y a plus personne. Ah, elle aussi, elle s'est fait agresser. Non. Voilà, donc moi c'est un peu ma position là-dedans, qui est, encore une fois, mon angle, hein, il vaut ce qu'il vaut, mais au moins je pense qu'on n'avancera pas en disant toujours les violeurs sont des monstres, Gisèle Pellico est une icône, donc là c'est pas notre quotidien en fait, enfin, moi je ne dis pas avec des monstres et des icônes, mais avec des gens. Donc ce sont des hommes, elle est une femme, c'est une victime de viol, ce sont des violeurs, et puis nous il faut qu'on le nomme, et puis il faut qu'on sache qu'il y a eux, puis qu'en fait on en connaît d'autres. Voilà. Et qu'il faut, alors il ne s'agit pas non plus de les exclure, hein. Je pense qu'il faut faire société, il faut travailler avec les hommes qui exercent des violences. Comment on veut que ça change en disant de toute façon, voilà, eux ils exercent des violences. Mais il faut qu'ils bougent. Et donc c'est pas, je sais pas comment dire, on n'est pas ça fonctionne ensemble, et je pense que chacun, et je ne parle évidemment pas des victimes, je le précise quand même, à l'exception des victimes, les autres, on a ce travail-là à faire. Bon, vous avez l'air d'être patient. Si vous avez des questions à poser, nous, on a encore un peu de temps. Hein. Pas de questions, j'ai plutôt deux anecdotes que je veux partager avec vous. On est dans les années 80, je suis en droit, étudiant en droit, tronc commun, droit pénal abordé. Le professeur de droit pénal aborde la question du viol, c'était choquant. Il arrive avec un sabre et un fourreau. Il fait monter une étudiante sur l'estrade. Il lui dit « Sortez le sabre du fourreau ». Il agite le fourreau, demande à l'étudiante de remettre le sabre dedans, ce qu'elle n'a pas pu faire. Conclusion, il était très fier de lui. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de viol sans consentement. Deuxième anecdote, ça c'est pour le système que vous avez abordé. La deuxième anecdote, c'est je suis scénariste, je fais du dessin animé. On est un peu à la bourre sur une prod. J'arrive très tôt le matin vers 6h. Je peux être le premier au studio. Il y a déjà 8 jeunes femmes qui sont là, qui sont au travail. Elles m'invitent à partager un mauvais café et une poche de chouquette. Est-ce que c'est parce que je suis le seul garçon? Peut-être qu'il a été question de comment on prend le transport en commun très tôt le matin. Elles se confient. Sur les 8 femmes, elles avaient toutes subi des agressions, des viols. C'est là où j'ai pris conscience de ce que c'était que la condition féminine. Voilà, Jean Pény vous raconter tout ça, qui est toujours une charge très forte.
Mais c'est comme ça qu'on s'éduque un peu en tant qu'homme. La question que je voulais vous poser, c'est comment nous, en tant qu'hommes, on peut vous aider, ou les femmes. J'ai longtemps pensé que c'était en écoutant, parce qu'il y avait une parole qui n'était pas entendue, c'est ce que vous avez dit ici. J'ai l'impression qu'il y a une attente différente maintenant, que la parole s'est libérée. Et je me sens un peu démuni par rapport à ça, sinon, autrement qu'en partageant ces expériences de vie. Voilà. Comment est-ce que les hommes peuvent nous aider? Vous connaissez cette phrase de... son nom m'échappe parce que je suis fatiguée, mais l'autrice qui Margaret Atwood, qui a dit les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Et pour moi, cette phrase, elle contient vraiment l'asymétrie de position qui est la nôtre dans les rapports que nous entretenons entre hommes et femmes. Et comment est-ce que les femmes nous paramétrons le cours de nos existences à l'aune de la permanence du danger que les hommes représentent. En termes de risque, vos collègues qui prennent le métro et celles qui font l'expérience du viol ou du féminicide. Moi, j'arrive à un stade où j'estime qu'il est de la responsabilité des hommes de se prendre en main et de changer s'ils veulent changer. Voilà. Je ne souhaite plus participer à l'éducation des hommes. Si les hommes veulent être des hommes différents, vivre leur masculinité de manière différente, je trouverais ça formidable, mais à titre personnel, moi je renvoie les hommes à leur propre responsabilité. Et donc, ouvrez des bouquins, les nôtres, pour commencer, documentez-vous, et soyez féministes. Parce que le féminisme, c'est un projet de société, c'est un projet politique, c'est un projet d'émancipation pour les femmes et pour les hommes. Parce que le féminisme, ça nous permet de nous penser autrement, ça nous donne d'autres narratifs, ça nous permet de nous libérer des injonctions à être, à ne pas être. Et je pense que ça doit être épuisant d'être un homme pétri de virilité machiste dans les injonctions à la performance qui se conjuguent tellement souvent à la violence. Et bien, si vous en avez marre de ça, tant mieux pour vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et encore une fois, lisez Mathieu Palin et inventez-vous autrement. Voilà. Et moi, j'ajouterais juste la réponse. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'à un moment, c'est aussi un peu pénible de faire la pédagogie en plus de devoir lutter pour sa survie sociale dans le meilleur des cas et parfois plus. C'est aussi par rapport à cette histoire de continuum dont je parlais tout à l'heure, ne pas rire à la blague sur la serveuse, ne pas se taire à la remarque sur les fesses de la serveuse, et toutes ces choses qui font que on laisse passer, alors soit on cautionne, je pense que quand même de moins en moins, mais aussi voilà, ne pas juste ne rien dire et dire ce que nous on fait tout le temps, c'est-à-dire bah non, faites ça non. Voilà. Et pour les raisons susmentionnées, le fait qu'un homme le dise fait gagner 3 fois plus de temps que lorsque c'est une femme. Parce qu'après nous, on bascule tricoteuse, hystérie, féminazie. Là où l'homme restera un bon convive de table. Voilà. Et donc, ça rend service.
On va au lit? Non? Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté avec autant d'attention et d'avoir participé. Et bien, il est temps. Virginie, tu veux... Ah oui, évidemment, les auteurs vont dédicacer leurs livres. Et on peut aussi vous répondre peut-être de manière plus individuelle. Alors, vu le sujet, c'est pas forcément facile de parler publiquement, donc on peut aussi faire voilà, autrement. Merci.